Je suis Carole Dumont et l'émission qui suit est mon projet d'excès. Bon visionnement! Bienvenue à la toute première émission En piste. Ayant connu de très belles années dans le monde des courses au harnais, j'aimerais vous partager ma passion en souhaitant qu'elle devienne la vôtre. Comme tout premier invité à l'émission, nous allons discuter avec un homme qui a 50 ans d'expérience dans le monde des courses à l'hippodrome de Trois-Rivières. Je vous présente le directeur des opérations, M. François Carignan. François, on peut-tu faire un petit tour d'historique de l'hippodrome? Après toutes ces années, tu en as vécu des choses ici, l'historique en tant que tel de l'hippodrome. Eh bien oui, je peux t'en fournir de l'historique parce que même dimanche dernier, ici à l'hippodrome, on a signalé par la Standardbred Canada les 250 ans d'histoire des courses sous harnais. Ça a débuté sur les plaines d'Abraham, mais ici à Trois-Rivières, l'hippodrome de Trois-Rivières fait partie de l'historique. Il y a une quinzaine d'années, on a fêté les 175 ans d'histoire. Donc, ça n'est passé des choses ici à l'hippodrome de Trois-Rivières. Des chevaux à selle, ça a commencé par les courses à selle. On a débuté avec les chevaux de selle, le galop qu'on appelle, le thoroughbred. Et 175 ans d'histoire, il faut le faire. Et Trois-Rivières est reconnu au point de vue course sous harnais ici depuis des années. À Trois-Rivières, on est choyé, là, je veux dire, la piste de course est située à 2 pas du centre-ville, finalement. On n'est pas en campagne comme plusieurs pistes que je peux connaître au Canada. C'est un très bel endroit, ouais. Comme tu le mentionnes, proche du centre-ville. Les gens qui viennent assister aux courses peuvent faire la location d'hôtels. C'est tout près du centre-ville. Ils peuvent assister à des événements au centre-ville, surtout lors de la période estivale avec le Festivois. Donc, tous ces gens peuvent se venir ici en région et venir assister à un excellent programme de course et par la suite faire d'autres événements. Aller au centre-ville, finir ça au centre-ville. Ouais. OK. Parmi toutes ces années, moi, je suis au courant qu'il y en a passé des bons conducteurs ici, là, mais il y a certains noms sûrement que moi, ils ne me viennent pas en tête qu'après toutes ces années d'expérience, que toi, tu peux nous nommer. Là. Bien, moi, c'est que dans les noms qui me reviennent le plus souvent, parce que je les ai vus grandir, Daniel Dubé, qui compétitionne à Yonkers à New York, a connu une belle carrière. Et il a débuté ici. Il est même né ici en arrière du paddock. Il y avait des maisons mobiles qui étaient situées dans le temps. Et Daniel est né ici et il a conduit son premier poney sur la piste de course. Ah, oui. Par la suite, mentionnons l'excellent Yannick Gingras. Yannick, qui n'a pas besoin de présentation, il a une carrière illustre. Puis il est bon de mentionner qu'il a été champion nord-américain pendant quelques années. Donc, il y a Yannick Gingras. Par la suite, on a un nouveau là, qui prend la relève et qui se signale maintenant. Ça a été vite, lui. Ah oui, Louis-Philippe Roy, c'est le conducteur, d'après moi, qui a eu une évolution des plus rapides. L'an dernier, il remporte le championnat des conducteurs ici et il se rend à Woodbine durant la saison, à Mohawk durant la saison hivernale. Et il est maintenant en tête des conducteurs de Mohawk du côté de Toronto. Donc, c'est chapeau. C'est un petit gars de Montjoliet, un gars du Québec. Et je suis certain que, bien qu'il ait l'occasion de se présenter dans la région de New York, il aura l'opportunité de faire ses preuves de ce côté. C'est tout à fait mérité de sa part parce qu'on peut dire qu'il partait de Montjoli, il venait faire conduire des chevaux ici à l'hippodrome. Les efforts, il a mis les efforts, puis aujourd'hui, c'est récompensé. Oui, puis on le voyait qu'il était passionné, on le voyait, puis c'était un jeune très sérieux. Terre à terre. Ah, terre à terre, puis il est aimé du public. On l'a eu la preuve lorsqu'il a eu le championnat des conducteurs dernièrement ici. Puis il y a eu des séances d'autographes, Carole, tu t'en souviens? Oui. Et il était à l'intérieur, puis il y avait beaucoup de foule qui allait le voir. Puis un autre nom qui me revient souvent dans les anciens, il y a Jack Copus qui a été un champion illustre. Il y a eu aussi les Plats, Gilles et Gaston. Oui. Il y a eu aussi Claude Savignac. Qui est ici. Puis Gaétan Lamy, qui conduit encore, qui a remporté 8 championnats consécutifs ici à l'hippodrome de Trois-Rivières. Donc, j'ai des beaux souvenirs et bien que je termine ma carrière, j'ai tout ça à la maison avec des archives et je tiens à te dire qu'on va les regarder longtemps.
Ma prochaine invitée a accepté un défi de taille qui mettra en valeur ses connaissances acquises dans le monde des courses sous harnais. Elle est devenue la première directrice générale de l'hippodrome de Trois-Rivières. Allons faire connaissance avec Muriel Thomasson. D'où ça vient, cet amour pour les chevaux? Ça a commencé où, ça? Ça vient de loin, puis ça vient des chevaux de selle. Moi, quand j'étais plus jeune, ma mère elle a un cheval arabe. Puis quand j'étais plus jeune, j'allais toujours à l'écurie avec elle. C'est vraiment une passion que j'ai pour les chevaux. Et puis, ça a commencé avec des courses de baril. J'ai fait aussi de la plaisance. Et puis, vous savez, au secondaire, on doit prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Alors, moi, j'ai regardé mes options et j'ai trouvé une école qui allait m'apprendre finalement à être entraîneur de chevaux. Et puis, c'est comme ça que ça partit. C'était à l'ITA de la Pocatière, oui, avec Maurice Houle. Alors, je suis allée à l'ITA. J'ai fait non seulement de bonnes connaissances, mais j'ai aussi appris un peu tout sur les chevaux. Il nous montre les boiteries, l'alimentation, comment prendre soin d'un cheval, comment entraîner un cheval. OK. Puis ça, c'est un cours de combien d'années, mettons? Combien de mois? 2 ans et demi. Quand même? Oui, bien c'est un cours collégial. Et puis, c'est 2 ans et demi parce qu'il compte les stages d'été qu'on fait à travailler sur les fermes comme étant la fin de la 3e année. C'est comme, on a deux milieux, 2 étés, dans le fond, dans tout ça, qu'on fait comme stage. Entre autres, j'ai passé une partie de mon stage à Montréal et à Trois-Rivières, un peu à Québec aussi, en travaillant pour des entraîneurs, dans le vrai monde, là, pour apprendre vraiment comment ça marche. Après avoir travaillé quelques années dans les chevaux, entre autres, j'en ai eu un peu à mon nom des chevaux. J'étais propriétaire avec mon copain dans le temps, et puis on a voyagé un peu à Sudbury et tout ça. Mais en tout ça, moi, j'ai eu une petite fille. Fait que quand j'ai eu ma petite fille, j'ai décidé d'aller travailler pour Stanbridge Canada, qui m'a donné, dans le fond, l'expérience que là, aujourd'hui, me sert encore. Mais j'ai été travailler pour Stanbridge Canada pour avoir un horaire plus normal pour ma fille. C'est ça. Fait que dans le fond, moi, à Stanbridge Canada, j'ai enregistré des poulains. Après ça, j'ai fait des transferts de chevaux. J'ai commencé comme réceptionniste, évidemment, mais c'est ça. Après les transferts de chevaux, j'ai fait un peu aussi d'enregistrement de conducteurs, d'entraîneurs, ces choses-là. Alors, j'ai touché un petit peu à tout à Stanbridge Canada. J'ai été 15 ans en Ontario. Et puis seulement l'année dernière, en 2016, je suis revenue au Québec pour ma famille, dans le fond, pour être avec ma famille. Et puis, là, à ce moment-là, ça s'est su entre les branches que j'étais revenue au Québec. Et puis, il y a une personne en particulier qui m'a contactée du Jockey Club, Guy Corbeil. Alors, entre les branches, il y avait Brian Pocket qui parlait à mon ancien patron de Stanbridge Canada. Alors, tout s'est su que j'étais revenue au Québec. Et je crois qu'avec mon expérience dans les chevaux, dans l'industrie, ma passion aussi, le fait que j'ai travaillé à Stanbridge Canada ont tous été des points positifs pour cette position. Il manque peut-être, j'ai pas d'expérience, ou je devrais dire, de gérance. De gérance, de direction. C'est un gros rôle là, que tu prends. Mais avoir travaillé à d'autres compagnies aussi, je sais un peu comment approcher les gens. C'est plus la gestion des gens, de ton personnel. Ça, je pense que ça vient facile. Tu sais, on peut se parler, je suis très ouverte, tout le monde peut venir me voir, que ce soit un problème ou peu importe, une demande, ils viennent me voir, on peut s'arranger. Facile d'accès. Facile d'accès, la porte est toujours ouverte. Et puis, des idées aussi, des idées nouvelles, peut-être pour essayer justement d'approcher une autre génération pour être sûr que l'hippodrome soit là pour rester. On ne peut pas diriger une hippodrome seul. Ça prend une bonne équipe. Ça prend une bonne équipe. On travaille tous pour la même chose. On veut s'assurer que les courses de chevaux, qui est notre produit, soient distribuées et que tout le monde aime, peut-être même ait une passion pour voir les courses de chevaux, comprendre comment ça marche. On a de beaux programmes en place. Quand les gens viennent nous voir ici à l'hippodrome Trois-Rivières, on a des personnes pour leur expliquer comment les courses marchent, comment parier. Sur place? Sur place, oui, ici à l'hippodrome. Puis aussi, on diffuse dans une dizaine de paris. C'est ça. Pas nécessairement les journées de course aussi, ici à Trois-Rivières, à peu près tous les soirs, tous les jours de la semaine. Les salons de paris qu'on a à travers du Québec sont vraiment
fait avec les... On a des tracts des États-Unis, de partout au Canada. C'est la diffusion qu'on leur donne, qu'on donne. Alors, toutes les parieurs, ils n'ont pas juste besoin de venir le mardi et le dimanche quand on a des programmes de course. Ils viennent, ils peuvent venir à tous les jours. On a tout le temps une simulcast, une diffusion. Une diffusion, oui, c'est ça. C'est ça. Finalement, Muriel, l'hippodrome Trois-Rivières, ça s'adresse à qui? L'hippodrome s'adresse à tout le monde, que ce soit des familles, un couple qui veut venir une soirée de course. Ça peut être des compagnies qui font des événements en groupe, qui veulent venir ici dans notre salle à manger. On a d'excellents buffets. Ça s'adresse à tout le monde. C'est très sécuritaire aussi pour les enfants. On peut penser peut-être que ça peut être dangereux, des courses, mais non, pas du tout. Tout le monde on accueille tout le monde. Le stationnement est gratuit, l'entrée est gratuite, alors venez-vous-en en grand nombre. Nous sommes présentement devant le tableau indicateur. Je vais essayer de vous expliquer quelques façons faciles pour les nouveaux de parier, les façons de parier faciles. Le pari gagnant, ça, on choisit un cheval et ce cheval doit obligatoirement gagner la course pour que ton billet soit gagnant. Il y a aussi la façon placée. Placé, ton cheval doit finir soit premier ou deuxième. C'est sûr qu'on a plus de chances de gagner, mais le montant qu'on devrait retirer de notre pari va être moins important que si on gage en pari gagnant. Et le troisième est le pari classé. Celui-ci doit finir dans les 3 premiers. Encore là, plus de chances on a de gagner, moins le montant devrait être important. Comme si on regarde le tableau indicateur en ce moment, les choix des spectateurs, on peut voir que le numéro 5 à 5,20 comme gagnant, pour une mise de 2 devrait gagner, selon les spectateurs. Et le numéro 4 à 9,80. Au fur et à mesure que la parade, le départ de la course va s'avancer, que le nombre de paris va augmenter, les prix au tableau vont changer, mais ça va se tenir pas mal dans ces prix-là. Si quelqu'un achète le programme, primordial pour quelqu'un qui veut venir aux courses, tu as quand même dans une page du programme le choix des experts. On a le choix de François Carignan, Daniel Delisle et Guy Lafontaine. Donc le nom de la course et leur choix du programme. Ce sont des experts, on peut se fier pas mal à ça. Mon prochain invité a déjà remporté plusieurs championnats des conducteurs. Il a été longtemps un modèle pour plusieurs. Et selon moi, malgré ses 5 pieds 4 pouces, est toujours l'un des plus grands hippodromes de Trois-Rivières. Allons discuter avec Gaétan Lamy. Salut Gaétan. Salut Carole. Ça va? Oui, toi? Oui. Une brillante carrière qui a commencé il y a plusieurs années. Là. On n'ira pas nécessairement précisément dans les détails pour pas trop... mais ça fait quand même plusieurs années que tu roules ta bosse ici à l'hippodrome. 50 ans. 50 ans. Commencé au mois de mai 1967. En date d'aujourd'hui, tu as 6770 victoires. Ça en fait des tours de track juste pour aller au Cercle du vainqueur, ça. Oui, ça part des chevaux qu'on a entraînés, des chevaux qu'on a qualifiés pour d'autres, les fers qui n'ont jamais été comptés. Tous les petits circuits régionaux qu'appellent n'ont jamais été comptés dans les statistiques non plus. Oui, ça a été longtemps autant pour un autre que pour moi, ça n'a jamais été compté, mais on les faisait tous. Plus de 33 millions en bourse de gagner avec les chevaux. C'est pas 33 millions qui vont dans les poches, mais quand même, c'est bon, là, 33 millions. Hein. Oui, c'est quand même... j'ai gagné honorablement ma vie avec les chevaux de course. Dans une belle passion. Oui, dans une grande passion. Qui est venue par rapport... À mon père qui a toujours eu des chevaux de course. Puis j'habitais Trois-Rivières, je contractais dans le ciment dans le temps. Fait qu'on avait des chevaux pour s'amuser. Puis tu as travaillé pour moi 2-3 ans. Assez pour gagner de l'argent pour m'acheter mon premier cheval. On s'amusait, puis un gars comme Léo Tourigny est arrivé dans ma vie, si tu veux, pour me sortir de Trois-Rivières, m'emmener à Bleu-Bonnet, puis sur d'autres circuits. Puis il m'a sorti de Trois-Rivières un peu, puis c'est là que ma carrière s'est lancée à l'échelle un peu partout, si tu veux. On pourrait dire même que tu as fait quoi comme piste, là? Tu en as fait des pistes, des tournois, tu as représenté le Canada, plusieurs reprises. J'étais en Russie, j'étais en Allemagne, Belgique, France.
C'est quand même Plusieurs rien. pistes américaines, Détroit, Kentucky, c'est ma plus belle expérience au Kentucky, Bolero, Takara. Floride, j'ai coursé dans le Delaware, j'ai coursé un peu partout. L'entrevue qui suit est avec un gars de chez nous qui s'est exilé aux États-Unis dans les années 90 pour aller se mesurer aux meilleurs en Amérique du Nord. Il a maintenant plus de 8000 victoires à vie, alors allons rencontrer Daniel Dubé. Allô Daniel, ça va? Salut Carole, oui. Tu es propriétaire de chevaux, Daniel? Oh, j'en ai avoir 7-8 là, présentement. Là. Poulinier, puis une coupe de poulain, puis la jument que j'ai coursée l'année passée ici. Là. Ouais. Puis qui entraîne pour toi actuellement aux États? Je m'amuse avec ça un peu en partant, puis quand c'est le temps de les courser, tout ça, je les donne à des traîneurs de temps en temps. OK. Quand... Puis toi mettons, tu as commencé un peu dans les circuits régionaux, puis peut-être d'un poney, non? On avait été, je pense, un peu d'imponé que les chums, ben on a commencé ici, là, puis les petites tracks alentours, les régionales, là, tu sais. Les régionales, puis les circuits à Saint-Sylvain dans le temps? Saint-Sylvain, oui, c'est ça. Là, c'est là qu'a commencé, ouais. Oui, hein? Ouais. C'est ça. Toi, étant un conducteur avec beaucoup de succès, c'est quoi, d'après toi, la plus belle qualité qu'un conducteur peut avoir pour avoir du succès comme tu en as présentement? Plus belle qualité. Faut être patient, c'est sûr. Faut être patient, puis le fait de grandir là-dedans, comme tu m'as vu, on était ici dans les années, puis toujours avec le cheval, l'animal, il me semble que tu apprends vite, tu sais. T'aimes-tu mieux courser le jour ou le soir? Toujours le soir, parce que dans le jour, je dors. Tu fais beaucoup de routes pour aller courser, des fois même 2 pistes la même journée, hein? Oui, oui. Mais là, plus dernièrement, là, je faisais avec Yonkers, mais avant ça, je faisais l'après-midi puis le soir régulier. Ça vient. On vieillit. On vieillit, puis là, une track, c'est assez. La famille aussi. Oui, c'est ça. Je joue avec ma petite fille, puis j'ai bien du fun avec ça. On va vous expliquer quelques morceaux d'équipement qu'on apporte, qu'on met au cheval pour une course. Celui-ci, c'est une bride avec des œillères, mais nous, on appelle ça une bride fermée. Donc, quand le cheval a ça sur lui, les œillères ici, chaque côté de ses yeux font qu'il ne voit pas à l'arrière. Quand même, un cheval a une vision de 340 degrés, donc c'est important quand l'entraîneur s'aperçoit que le cheval est occupé par des choses en arrière, il lui met une bride fermée. Ici, ce cheval porte, on appelle ça un mouton, c'est qu'un cheval, par rapport aux yeux, la longueur de son nez, il y a 6 pieds en avant de lui qu'il ne voit pas, mais par contre, s'il y a un morceau d'équipement qui est à l'avant, avec ça, ça va l'empêcher Parce que s'il y a un morceau qui est par terre, un fer ou un morceau d'équipement qui est tombé, le cheval, lui, ce qu'il pense, c'est que c'est un trou, donc il va être porté à sauter par-dessus. Donc, à partir de là, l'entraîneur met un mouton. Pour les ombrages aussi, les soirs de course, qui est occasionné par les lumières, les poteaux de lumière à l'intérieur de la piste. À partir de là, aussi, on peut mettre ce qu'on appelle une bride ouverte. Ça, c'est quand un cheval ne voit pas assez et l'entraîneur calcule que le cheval doit s'occuper d'un peu tout ce qui se passe alentour de lui pour le mettre un petit peu plus nerveux pour la course. Donc, ici, sur les côtés, c'est comme ça exactement. Il n'y a absolument rien qui l'empêche de voir en arrière. De cette façon, le conducteur, en faisant aller comme son fouet par derrière, le cheval sait ce que ça veut dire. L'entraîneur l'a habitué au fouet, juste à lui montrer. Il sait que c'est le temps d'y aller. Lui, c'est une autre sorte de mouton. Au lieu d'avoir le gros mouton, lui, il a des palettes comme ça. À partir de là, aussi, ce qu'on peut... Les capines de coureur. Quand l'annonceur, des fois, annonce avant une course, un changement d'équipement, une capine de coureur, c'est juste un morceau d'équipement comme ça qu'on rajoute au cheval, qui fait comme ça. Lui, il y a des petits trous sur le côté, ça l'empêche de voir sur le côté, mais à cause des trous ici sur le côté, de l'arrière, il peut voir en arrière quand même. Ça, c'est une capine de coureur qu'on appelle. Ça, on appelle ça des bouchons d'oreille ou des plugs. Les bouchons d'oreille, c'est installé comme ça, dans l'oreille du cheval, chaque barre. Tout ça est attaché par une corde qui passe sur le long, ici, attaché après l'attelage. Quand on voit le conducteur, des fois, aux 3/4 de mille, on voit baisser sa jambe, c'est qu'il vient de descendre la corde
qui fait que le cheval, ses bouchons, se retirent de ses oreilles pour qu'il entende. Le conducteur, souvent, qui veut motiver son cheval, qui crie un peu après le cheval, ça le motive pour finir la course. On a aussi l'épaule qui est attachée par le petit cou comme ça sur le dos du cheval pour aider le cheval à tenir sa tête droite pendant une course. Aussitôt que le cheval essaie de se tasser la tête, la pôle est là. Comme on peut voir ici, il y a des pics rajoutés après la pôle. Mais je la serre très fort. C'est des pics, mais c'est pas des pics qui sont piquants. Il n'y a pas un entraîneur qui va mettre un morceau d'équipement à son cheval pour lui faire mal. C'est plus pour l'empêcher de se crocher la tête qui peut faire qu'avec son pied, à ce moment-là, il va courir de travers puis il va se faire mal au genou. Parce que c'est avec son pied, en courant, en levant la patte, qu'il peut se cogner les genoux. Puis encore là, il y a des morceaux d'équipement qu'on peut rajouter ici. Des bottes de genoux ou ce qu'on appelle des bottes de nerfs ici pour protéger la partie de la patte ici. Mon prochain invité s'est mérité le trophée Futur Star, remis à la vedette montante des courses au harnais au Canada. Il est aussi présentement en tête du classement des conducteurs à Toronto et vient de remporter la classique printanière à l'hippodrome de Trois-Rivières. Je vous présente Louis-Philippe Roy. C'est une autre mauvaise journée au bureau? Oui, ça fait 3 fois que je viens ici cette année à Trois-Rivières, puis à toutes les fois, c'est autant le fun de voir les amis, les fans, même la famille, puis en plus, les résultats sur les courses sont quand même bons, fait que c'est toujours le fun de venir ici à Trois-Rivières. Le grand gagnant, Louis-Philippe Roy. Pour moi, ça a toujours été un rêve de gagner ma vie à conduire des chevaux de course, mais c'est un petit peu comme un gars qui rêve de jouer au hockey dans la Ligue nationale. Fait que, mais comme tu dis, dans les 2 dernières années, c'était impressionnant la progression, comment c'est allé vite. Jamais que j'aurais pensé être rendu sur le plus grand circuit au Canada présentement. Là. Y a-t-il une façon que tu pourrais expliquer ça ou... Je sais pas. On me pose souvent des questions comme ça. Qu'est-ce qui fait que tu as du succès? C'est sûr que la grande partie, c'est quand tu as des bons chevaux à conduire. Ça l'aide beaucoup d'être un bon conducteur. Puis par la suite, je pense que je suis à l'écoute du cheval. Je suis un gars qui... En partant, je dis souvent ça, j'ai dit les acteurs que je respecte plus dans les courses de chevaux, c'est les chevaux en tant que tels. Fait que, puis je pense que jusqu'à l'instant, c'est payant pour moi parce que ça me revient. Depuis janvier 2016, tu voyages beaucoup, mettons. Là, es-tu à Toronto pour encore un petit bout? Ou c'est sûr que le saut aux États-Unis, tu dois y penser. Y a-t-il quelque chose qui bloque là-dessus? Ou... Présentement, ça fait quasiment presque 1 an, je dirais peut-être 9 mois que je suis en démarche pour avoir un permis de travail aux États-Unis, qui est plus long que ce que je pensais. Mais aussi, présentement, de la façon que ça va à Toronto, je me verrais mal dire que je m'en vais aux États-Unis pour essayer de percer sur un autre circuit. Des fois, quand tu viens d'ailleurs, c'est dur d'un peu s'intégrer au circuit. Puis présentement, à Toronto, ça va bien. Fait que j'ai pas en plan de m'en aller si vite. Mais ça peut arriver que des fois, pour des grosses courses, des entraîneurs, par exemple, qui courent des chevaux au Canada, qui me demandent d'aller conduire leurs chevaux aux États-Unis, ça, c'est quoi qui m'intéresserait. Là. Tes journées de course, mettons que c'est quoi, 6 jours par semaine? Oui, là, ça va commencer 6 jours par semaine. Puis des fois même avec comme les courses, les stakes, les courses de jeunes chevaux qui se promènent un petit peu partout sur d'autres pistes que la grosse piste principale à Toronto. Ça vient quasiment que ça fait des 6 jours semaine. Ça fait que les loisirs, il n'y en a pas vraiment beaucoup? Non, c'est ça qui est difficile. C'est pas une... pour moi, c'est pas une job que je me lève puis je suis tanné d'aller travailler. J'ai tout le temps le goût de le faire, mais par contre, c'est que ça t'empêche de faire d'autres choses. Souvent, tu peux pas te prévoir d'aller à un show de musique, tu peux pas... toutes sortes de... Il faut tout le temps que tu sois là, dans le fond, parce que quand tu manques des journées, bien, la semaine d'après, les chevaux que tu n'as pas conduits ont été conduits par d'autres, puis des fois, c'est pas toi qui les reconduis la semaine d'après, fait que tu perds un petit peu de job. Oui, c'est ça. Puis une journée de course pour toi, c'est quoi, mettons? Tu fais quoi dans ta journée quand tu te lèves le matin? Bien, le matin, présentement, j'ai un cheval à moi à Toronto, là, un peu pour occuper mes journées. Fait que le matin, puis ma blonde, elle travaille pour Richard Moreau. Fait que, disons, je me lève peut-être un petit peu plus tard qu'elle, mais je m'en vais à l'écurie, j'entraîne le cheval. Après ça, on revient, soit on passe
passe l'après-midi soit relaxé ou des fois quand on fait des petites activités. Puis le soir, ben c'est les courses à tous les soirs à partir de... faut soit être à la track vers 6 heures, fait que ça occupe les soirées. Quand tu participes à une course, c'est d'avoir confiance en ton cheval, c'est sûr, en tes moyens aussi, de savoir les forces, les faiblesses de ton cheval, mais je pense que c'est aussi de savoir les forces et les faiblesses des autres chevaux contre qui tu compétitionnes. Oui, exactement. C'est quelque chose que j'avais trouvé dur quand je suis arrivé à Toronto au début, parce que tu connais pas beaucoup les chevaux contre qui tu courses. Tu sais pas... Il y a des fois des chevaux que tu suis pendant une course, puis que tu as l'impression qui ont plus d'énergie, qui sont morts, mais c'est des chevaux qui sont plus paresseux, puis qui ils vont tout à continuer quand même, puis que là, tu peux faire des erreurs à cause de ça, de faire des moves, dans le fond, que tu devrais pas faire. Mais maintenant que ça fait peut-être, je sais pas, 6 ou 7 mois que je suis à Toronto, je connais beaucoup plus les chevaux contre qui que je conduis, fait que ça l'aide. Probablement que tu as un petit mot à dire aussi à ceux qui voudraient peut-être suivre tes traces parce que je suis pas mal sûr que tu as beaucoup de fans. Ouais, c'est un rêve, puis je pense que le plus que tu vas être respectueux avec tout le monde, autant avec les chevaux, autant avec les entraîneurs, les autres conducteurs, les propriétaires, ça te repaye tout le temps. Fait que si j'aurais ça comme conseil à donner à un jeune qui veut commencer à conduire puis qui veut peut-être aspirer, je pense que c'est mon plus grand conseil que je pourrais dire. Le reste, tu développes toi-même tes habiletés sur la piste, tu t'apprends à connaître les chevaux. Souvent, les efforts, le travail bien fait, souvent récompensé, finalement. Exactement. Je te remercie beaucoup, Louis-Philippe, puis à une prochaine. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Et la semaine prochaine, nous allons rencontrer des juges de course et des vétérinaires. Alors, soyez-y.